je vous propose dès à présent de débuter cette dernière table ronde de la semaine sur le thème de la sélection et le choix des solutions qui améliorent les performances de sourcing. Let's go! Je vais voilà les intervenants qui vont m'accompagner sur cette table ronde. Donc Inès, Adrien, Louis et Robin. Que du lourd, exactement, Sébastien. Première question. Allons-y. Je vais donc accueillir Inès qui va nous répondre à cette question. Quelle est la plus grande douleur des équipes qui sourcent beaucoup, selon toi qui connais et qui rencontres beaucoup de sourceurs et de sourceuses? Quelle est leur plus grande douleur? Yes, merci Marion. Bonjour à tous et à tous. Et puis, un joyeux vendredi surtout. Alors moi, quand je discute avec des recruteurs, finalement, j'ai l'impression que le sourcing en soi est une douleur. Je lisais un post ce matin en mangeant mon bol de cheveux capiques de quelqu'un qui disait qu'il avait approché 486 profils pour avoir 32 entretiens et pour avoir à la fin 4 offres. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine qui peut être un petit peu difficile. En préparant cette question, je me suis aussi dit qu'une douleur pouvait aussi en cacher une autre parce que quand on source, ça veut dire qu'on manque de candidats qualifiés qui viennent à nous en inbound, par exemple. Et le sourcing, finalement, peut être aussi une conséquence d'autres douleurs comme un problème d'image, un problème de rétention, un manque de synergie entre les différentes cellules de recrutement en interne, etc. Mais en tout cas, bon, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet et l'activité de sourcing en elle-même, j'ai listé 3 douleurs, donc à prioriser selon les uns et les autres. Il y a le fait que donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale. On a finalement une obligation de résultat, mais qui nous demande beaucoup de moyens. On n'a pas vraiment de garantie de résultat finalement dans toutes les actions qu'on fait. De la même façon, on se met un petit peu en danger. On est demandeur, on va au contact des gens, donc on a un risque de se prendre un vent, on a un risque de se prendre un non, on a un risque de ghosting. Donc ça rappelle un petit peu la situation du candidat aussi. Et puis la dernière douleur, ça va être la pression, parce que quand on va chercher un candidat, on doit lui apporter quelque chose. Lui, finalement, il a rien demandé au début, donc il faut qu'on puisse proposer une expérience candidat vraiment 5 étoiles pour ne pas le perdre par la suite. Voilà pour moi. Top, merci beaucoup Inès. Maintenant, je vais demander à Adrien de nous rejoindre. Adrien, tu peux venir sur scène. Selon toi, comment on peut passer dans un outil de sourcing, d'une demande d'un manager qui parfois peut être un peu soit un peu nébuleuse, soit au contraire hyper longue, à des critères vraiment pertinents dans mon sourcing. Comment concrètement je peux passer d'une demande à des critères? Merci Marion, c'est une question hyper intéressante et bonjour à tous. En gros, ce qu'on se demande au travers de ça, c'est comment ne pas perdre 3 semaines de sourcing intensif ou à l'issue desquelles il faut reprendre tout à zéro, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre la demande du manager et ce qu'on en avait compris. Personnellement, moi, j'utilise vraiment 2 outils qui m'aident beaucoup. Le premier, c'est le brief, qui est en fait un peu le guide général qui me sert tout au long du process de recrutement. Donc du sourcing jusqu'à la signature du candidat au final. Et le deuxième, c'est ce qui s'appelle le market mapping, puisque là, c'est vraiment la partie qui est uniquement dédiée au sourcing et qui va permettre de savoir où et comment on va chercher en fait les bons profils. Donc le brief, rapidement, le plus important là, c'est d'avoir une trame de brief qui soit unique. Moi personnellement, c'est un même brief, une même trame que j'utilise pour n'importe quel poste avec n'importe quel hiring manager et qui va permettre de recueillir tous les éléments relatifs au poste. Donc on va y retrouver le contexte du recrutement, la compo, l'orga des équipes, le détail des missions et des objectifs, les processus, le processus de recrutement, les salaires, les avantages. Et après, du coup, l'étape 2, c'est plus ciblé, c'est le market mapping. Là, c'est un outil qui permet de se concentrer vraiment uniquement sur des éléments ultra concrets et qui permettent de savoir exactement où on va chercher. Donc, par exemple, ici, dans les critères les questions qu'on relève ici, c'est les hard skills obligatoires pour le poste, les synonymes de l'intitulé de poste. Par exemple, un développeur full stack, ça va être aussi développeur full-stack, ça va être software développeur, etc.
la liste des concurrents de l'entreprise, chez qui il peut être intéressant de chercher, les exclusions, donc là où on ne veut pas chercher, les zones géographiques, etc. Et j'aime bien ajouter 2 petites techniques supplémentaires personnellement pour être bien sûr de bien définir les bons critères de sourcing. La première, c'est de demander au hiring manager pendant le brief 2 ou 3 exemples de profils qui lui paraissent parfaits pour lui. Donc, en gros, c'est des personnes avec qui il a travaillé, qui sont dans son équipe ou qu'il aimerait avoir. Et étudier leur profil, ça va donner plein d'indications pour booster son market mapping. Et la deuxième technique, c'est qu'une fois que le brief et le market mapping est réalisé, c'est lancer une première recherche, présenter 3 ou 4 profils au manager, des profils qu'on n'a pas approchés. Hein. On ne sait pas s'ils sont à l'écoute et entre guillemets, on s'en fout. Mais juste voir si on a bien ciblé les bons profils. Voilà. Okay. Exactement. Et donc, en gros, voilà, la réussite d'un recrutement dépend beaucoup de la qualité du travail préparatoire et du cadrage et de ses process. Super. Merci beaucoup, Adrien, pour cette réponse complète. On va passer à la question suivante et donc accueillir Louis qui va nous y répondre. Une question assez intéressante et un peu provoque parce qu'on imagine un peu la réponse, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Salut Louis, pourquoi on source en partant de zéro à chaque fois? Pourquoi on a ce réflexe alors qu'on a a priori ce qu'il faut dans l'ATS? Salut Marion, bonjour à tous, ravi d'être là. Je vous rejoins et je vous parle depuis un village qui s'appelle Le Bug. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que ma connexion n'a pas de bug justement. Alors pour répondre à ta question, moi je distinguerais 2 raisons. Alors déjà en fait, pourquoi on source en partant de zéro? Ça veut dire quoi en sourçant en partant de zéro? Ça veut dire que dès qu'on a un besoin de recrutement, en fait, on va directement sur LinkedIn sans regarder, sans jeter un œil à son ATS. Ça, c'est quand même un petit peu bizarre parce que dans son ATS, on a tout un tas de profils qu'on peut sourcer, qualifier, etc. Donc, a priori, c'est des leads chauds qu'on connaît, qui nous connaissent. Et donc, c'est intéressant d'aller sourcer dans son ATS. Mais on ne le fait pas. Et donc, à mon avis, 2 raisons. Donc, ça, c'est ce qu'on observe. Moi, je pense que la première, c'est par manque de capacité. Ça, c'est vraiment 90% de la raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas facile aujourd'hui, voire mission impossible de sourcer dans son ATS. Donc, c'est un manque d'outils. Dans son ATS, ça s'explique pourquoi? Parce que on a des données qui sont généralement des CV PDF, qui sont pas structurées, qui sont obsolètes, qui sont pas lues par l'ATS. On a des fonctions de requête qui sont des booléennes. Bon, ça c'est quand même un petit peu, voilà, ça fait un petit peu de temps, hein, la booléenne. On pourrait peut-être passer à autre chose. On a des filtres mots-clés qui sont super basiques, pas très intelligents. Il faut mettre tous les cas féminins, masculins, anglais, français, etc. dans les intitulés de poste. Donc bref, en fait, sourcer dans son ATS, quand on a une base de données de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de profils, c'est juste impossible. Et voilà. Et donc, je pense que c'est la première raison pourquoi on le fait pas. Et ensuite, je pense que sinon, alors certaines personnes sont un petit peu plus équipées. Il y a certains ATS quand même qui permettent un peu de le faire si on a un bon système de tag, par exemple. Bon, bref. Et pourquoi on le fait pas? Parce que je pense qu'il y a quand même une espèce d'attirance du neuf sur LinkedIn. On se dit, OK, sur LinkedIn, c'est tout un tas de profils justement que je ne connais pas. Donc, du coup, forcément, la perle rare se situe là-dedans. Et à tort, on peut regarder l'ATS, la base de données, comme tous les candidats que j'ai vus par le passé. Et ça a marché par le passé. Et donc, ça ne marchera pas par le futur et dans le futur. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, les candidats évoluent, l'entreprise évolue, les postes aussi évoluent. Et donc voilà. Donc, je pense qu'il y a un manque d'outils, capacité, il y a un manque d'outils au départ. Et puis ensuite, il y a une culture, une méthode à apprendre, d'aller directement dans son vivier. D'accord. Merci. Merci Louis. On a Julien dans le chat qui lui partage pas cette méthode a priori. Il va directement sourcer dans son ATS. Tant mieux, c'est top. Bravo Julien, c'est un bon réflexe, mais c'est pas les cas et les comportements de tout le monde et on a souvent cette tendance, donc c'est pour ça qu'on s'interrogeait là-dessus. Merci Louis, on passe à la question suivante. La question suivante. Yes. Merci. Toujours avec Louis. Quand on parle d'IA dans le recrutement, de quoi parle-t-on concrètement? Quand on parle d'IA, alors on pourrait distinguer 2 grands types d'IA, surtout aujourd'hui, hein, depuis l'avènement de ChatGPT, on va y revenir, mais
Majoritairement, on a des IA d'aide à la décision. Donc là, très concrètement, on fait appel à un algorithme pour nous aider à faire un choix. On va y mettre dedans des IA de scoring, voilà, qui vont sur base de certaines informations. Est-ce que c'est un CV? Est-ce que c'est, je sais pas, des notes, voire un entretien? On va scorer des individus, ou alors on va faire du matching entre des descriptions de postes et des individus, etc. Donc là, l'idée, c'est que l'IA va être capable de gérer un très grand volume de données que l'humain n'est pas capable de gérer lui-même, et donc donner une indication de score sur la pertinence d'une personne face à un poste. Voilà, donc ça, c'est un premier type d'IA qu'on peut utiliser aujourd'hui dans des outils. On va avoir un second type d'IA dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Évidemment, ce sont les IA dites génératives. Et donc là, ça va pas être des IA qui vont nous aider à prendre une décision, ça va être des IA qui vont créer. Et créer quoi? Du texte, évidemment, avec ChatGPT, on en a beaucoup parlé dans le recrutement. Des images, avec par exemple Midjourney qui génère des images, ou peut-être même des vidéos à l'avenir, etc. Ce qui est intéressant dans l'IA générative, c'est qu'il y a un dialogue entre l'utilisateur qui va prompter l'IA et une réponse. Donc, l'IA va m'apporter une réponse. Et ça, concrètement, dans le recrutement aujourd'hui, ça peut être utilisé comment? Dans les approches mail, sur LinkedIn même, avec des talents. Donc, pour essayer de massifier des approches en personnalisant ces approches, ça peut être utile. À voir, faut être très prudent quand même, hein. Et ça peut être aussi utile. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment sur ça, sur résumer un entretien vidéo en texte. Et ça peut être vachement utile. Derrière, on a de l'automatisation. Ça, faut le mettre un peu dans une catégorie à part. C'est pas vraiment de l'IA, c'est du code, mais qui me permet d'aller plus vite sur des tâches répétititives. Ok, trop cool. Merci pour ces éclairages sur l'IA. C'est intéressant. On pourra creuser évidemment. Merci beaucoup Louis pour tes réponses. On va maintenant accueillir Robin. D'ailleurs, Sweet qui va nous donner peut-être des pistes pour rester dans ce sujet. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais on a souvent l'impression, en tout cas moi, que les algorithmes sont des boîtes noires. Moi, je partage clairement cet avis. Pourquoi, selon toi, Robin, on a souvent cette impression-là? Est-ce que notre impression est justifiée déjà? Elle est complètement justifiée, je pense. Donc, ça va être ma réponse assez rapide. J'en profite pour saluer tout le monde et merci d'être là. Je vois des utilisateurs ou des gens que je connais dans le chat. Donc, bonjour tout le monde. Pourquoi les recruteurs ont l'impression que les algorithmes sont des boîtes noires? Parce que c'est le cas. En fait, la manière dont, en particulier, les IA sont créées, il y a assez peu de contrôle, il y a assez peu d'explicabilité sur ce qui se passe derrière, par essence. Donc, que ce soit les IA génératives dont parlait Louis juste avant, ou alors les IA de matching, donc matcher un candidat, une candidate avec une offre d'emploi. Généralement, la manière dont elles sont construites fait que c'est des boîtes noires. On envoie énormément de données, on donne ces données à un algorithme qui apprend et qui en déduit des choses, mais sans forcément comprendre ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est la manière la plus simple de créer des IA. Et rajouter de explicabilité sur ces IA, c'est un coût supplémentaire pour les boîtes de logiciels. Donc certains, notamment le RGPD, force quand même, contraint énormément à l'explicabilité des algorithmes et met des contraintes sur ce qui est possible de faire avec des algos. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc notamment aux États-Unis où c'est un peu plus le Far West. Donc pourquoi cette impression que les algorithmes sont des boîtes noires? Parce que c'est le cas. De base, la plupart des algos sont des boîtes noires et il faut rajouter par-dessus, investir pour ajouter de l'explicabilité, ce que tout le monde ne fait pas forcément. D'où aussi une sorte de méfiance vis-à-vis des algorithmes. Ok, très clair. Merci beaucoup Robin. Donc ça me rassure. C'est pas moi qui comprends rien, c'est que c'est pas clair. Trop cool. Merci. On va passer à la prochaine question. Toujours avec toi Robin. Reste avec nous. Ne pars pas tout de suite. On parle de plus en plus juste ce qu'on disait d'automatisation de sourcing. Là, on a parlé IA, algo, etc. On utilise des grands mots qui font
presque peur. Concrètement, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous alors en 2 minutes, hein, donc ça sera probablement pas exhaustif, mais au moins en tout cas nous faire un tour d'horizon des offres et de comment ça fonctionne sur ces outils d'automatisation de sourcing justement. Absolument. Le sourcing, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est la phase de découverte dont Adrien parlait bien tout à l'heure. Donc tout le travail préparatoire, ça c'est un travail qui reste très humain, où il fait échanger avec le hiring manager, la personne en charge du recrutement pour comprendre les besoins. Donc ça, c'est une première phase qui est très importante, qui s'automatise assez peu. Ensuite, il y a la phase de recherche. Comment est-ce qu'on trouve des candidats pertinents? Donc ça, c'est plutôt une phase de lead generation. En anglais, on va générer des contacts. Ça s'automatise beaucoup. Il y a des outils qui permettent de le faire, notamment en automatisant la recherche sur LinkedIn, mais sinon LinkedIn soi-même permet déjà une bonne recherche. Généralement, tout ce qui permet de faire de la recherche sur LinkedIn est assez peu autorisé par LinkedIn, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et ensuite, il y a des outils qui permettent d'automatiser la recherche dans des bases existantes, soit l'ATS s'il le fait bien, soit l'EMIA, soit HireSuite, ce qu'on fait également. Donc ça, c'est la phase de recherche des candidats. Et ensuite, il y a la phase de contact. Et là, la phase de contact, il y a encore une fois ce qui est globalement autorisé. Donc, c'est les outils qui sont contrôlés par les recruteurs. Donc, c'est l'email, le SMS, l'appel. Ça, c'est les propres outils du recruteur. Et il y a ce qui est non autorisé. Donc, généralement, c'est les outils externes. Donc, en particulier LinkedIn. LinkedIn n'autorise pas trop l'automatisation sur LinkedIn, mais il y a des outils qu'il propose quand même. Et donc, il y a ces grandes catégories. Donc, la découverte assez peu, automatisation de la recherche dans les bases externes, dans les bases internes, et ensuite automatisation du contact. Et des outils qui font l'un et pas l'autre, ou des outils qui font tout. Donc, c'est intéressant de comprendre un petit peu, et c'est intéressant de comprendre aussi dans quelle mesure les outils font des choses qui sont autorisées ou pas, ou acceptées ou pas. Top, trop cool. Merci pour ces éclairages. On va passer à la question suivante et donc avec Adrien qui va y répondre. On pourrait avoir l'impression que du coup, pour utiliser toutes ces solutions, il faut un niveau de sourcing ou de geek incroyable. Est-ce que c'est le cas? Et du coup, la question, c'est quel niveau de sourcing il faut pour tirer le meilleur d'une solution d'automatisation? Est-ce qu'il faut d'abord un bon niveau avant de tirer le meilleur parti de l'outil? Alors, la bonne nouvelle, c'est que non, mais il faut quand même avoir certaines bases en recrutement nécessaires. Peut-être juste avant de répondre, parce que ça fait le lien avec ce que disaient Robin et Louis, il y a vraiment 2 choses à distinguer, c'est l'IA et l'automatisation, qui sont bien 2 choses différentes, mais qu'on peut mélanger parfois. L'IA, c'est vraiment les technos qui ont pour objectif de simuler l'intelligence humaine. L'automatisation, c'est vraiment exécuter des tâches techniques par des machines qui vont le faire sans intervention humaine. Et du coup, dans le cadre du sourcing, l'automatisation, elle va directement dépendre en soi du niveau d'expertise du recruteur qui l'utilise, mais pas tant de l'expertise technique ou du niveau de geekage, comme on dit, plus de l'expertise purement recrutement. Parce que un recruteur qui maîtrise bien son métier va pouvoir tirer les bénéfices de l'automatisation et des bénéfices considérables en boostant son efficacité, en faisant les choses bien, mais simplement à plus grande échelle ou en moins de temps. Alors qu'un recruteur qui maîtrise pas forcément certaines bases ou qui fait mal son travail, il le fera toujours aussi mal, mais à plus grande échelle, et c'est là où il y a un vrai danger. On voit souvent, pour être très concret, on voit souvent l'exemple dans les messages d'approche. Typiquement, un recruteur qui cible bien ses candidats, qui personnalise bien ses messages, qui sait être impactant, il pourra le faire plus efficacement et en plus grand volume, tout en restant hyper quali. Là où un recruteur qui cible pas forcément bien ses candidats, qui envoie des messages impersonnels, va continuer à le faire, mais au lieu de le faire sur 100 candidats, il le fera sur 1000, 5000, voilà. Et ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, comme un vélo électrique, en gros, ça nous permet pas d'atteindre notre destination si on sait pas faire de vélo. L'automatisation, c'est pareil, ça nécessite quand même de maîtriser la base de notre métier de recruteur. Ça remplace pas l'expertise, mais c'est à son service. Et par contre, effectivement, les automatisations sont faites pour être user-friendly, pour être ergonomique, pour être simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin de savoir coder, développer, scraper, etc. pour pouvoir être efficace dans ces automatisations. Cool, merci. En effet, c'est souvent ça qu'on raconte. On l'a tous vécu, ces mails qu'on reçoit en automatisation avec des problèmes de personnalisation ou des bugs. Si tu sais pas bien t'en servir, en fait, juste tu vas
déployer en masse possiblement des mauvaises pratiques. Donc il faut, à mon avis, quand même un minimum de base. Trop cool, merci Adrien. On passe à la question suivante, toujours avec toi. Et on reste ensemble. On reste ensemble, exactement. On a commencé à y répondre, du coup, mais ça fait un peu le lien. Mais du coup, rassure-nous sur notre valeur en tant que recruteur et recruteuse. Si tout le sourcing est automatisé à terme, du coup, on va servir à quoi? Et déjà, si c'est le cas, alors tout le sourcing, ce sera difficile d'automatiser tout le sourcing, mais si les tâches automatisables sont toutes, ce sera une très bonne nouvelle parce que déjà et que les résultats sont bons, c'est important de le préciser parce que ça veut dire qu'on a su automatiser des tâches que déjà, en tant que recruteur, on avait une expertise dessus et qu'on a pu mettre l'automatisation à son service. Ça veut dire qu'on est d'autant plus efficace et que ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'être beaucoup plus productif finalement dans notre sourcing. En gros, notre valeur, pour moi, elle en sera vraiment que plus augmentée pour deux raisons principales. La première, c'est parce que tout ce qu'on automatise, c'est des tâches généralement redondantes et chronophages, qu'un robot au final fera aussi bien, mais simplement à plus grande échelle. Donc, ça permet d'avoir plus d'efficacité, d'avoir plus de résultats. Et la seconde, c'est tout simplement parce que le temps gagné, il peut être investi sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, pour le coup, qu'un robot ne pourra pas faire. Et c'est des tâches plus stratégiques, à plus fort impact. Par exemple, soigner les interactions humaines avec les candidats, c'est hyper important, mais ça prend du temps. Ça nécessite d'investir du temps dessus. Travailler sa marque employeur, coacher ou conseiller les hiring managers dans leur recrutement, analyser le marché pour proposer des chantiers stratégiques à sa direction et développer sa connaissance de son marché, c'est ultra important pour un recruteur. Donc toutes ces tâches-là, les robots aujourd'hui ou les automatisations ne peuvent pas les faire. Et l'intelligence humaine reste essentielle. Donc l'idée, c'est de pouvoir déléguer les tâches hyper opérationnelles qui prennent du temps à une solution finalement qui le fait mieux que nous. Et en tout cas, nous, c'est vraiment le dicton qu'on a, par exemple, chez nous, chez Elite, c'est la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Et je suis assez convaincu que l'automatisation va dans ce sens-là. Et c'est important, en tout cas, de la mettre, de l'exploiter dans ce sens. Top, super, merci beaucoup Adrien, timing parfait. On est au chrono parfait, j'ai l'impression ce matin, c'est l'expérience qui parle. Merci beaucoup Adrien. Louis, du coup, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, la notion de vivier. On en parle tous, mais concrètement, je fais comment? Parce que tout le monde me dit d'aller sourcer dans mon vivier, d'aller chercher dans mon vivier, mais concrètement. Alors, on va essayer d'être ultra concret. Alors, la stratégie de vivier, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai discuté avec, je pense, plus de 150 recruteurs sur le sujet depuis dans les 24 derniers mois. Et en fait, je vais distinguer trois choses. Premièrement, si on a un vivier, a priori, si on est recruteur aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on est dans le métier, on a un vivier. On a un vivier, c'est en fait ce vivier, ça va être la base de données candidat dans l'ATS et peut-être qu'elle est un petit peu poussiéreuse, cette base de données candidat. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trier son vivier. C'est-à-dire que généralement, je rencontre des recruteurs qui me disent « Oui, moi, dans ma base de données, j'ai 80 000 candidats. » Moi, je réponds « Est-ce que c'est vraiment 80 000 candidats chauds, quoi? Est-ce que c'est vraiment des relations, des candidats avec lesquels il y a quelque chose à faire ou non, ou c'est juste un prénom et un nom dans un ATS ?» Donc, première chose, on va trier son vivier. Déjà, on va se mettre en conformité avec le RGPD. Donc, exit tous les candidats avec lesquels j'ai pas eu d'échange dans les derniers 24 mois. De toute façon, s'il n'y a pas eu d'échange dans les derniers 24 mois, ce sont devenus des leads froids. Je pourrais les retrouver sur LinkedIn, mais j'ai plus vraiment d'intérêt à les avoir dans ma base. Donc ça, déjà, on se met en conformité avec le RGPD. Ensuite, on peut mettre un critère dans la base sur la valeur de la relation. C'est-à-dire, je vais garder dans mon cœur de vivier de talent, et là, je vais distinguer le vivier de talent vraiment de la base candidat où il y a tout. Dans mon vivier de talent, je ne vais mettre que les candidats, par exemple, avec qui j'ai eu un échange, voire tous les candidats à qui j'ai fait passer une précale au tel. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que maintenant, dans mon vivier, je n'ai plus que des candidats préqualifiés sur lesquels j'ai des infos, qui me connaissent, etc. De deux, on va mettre à jour la donnée. Ça, c'est vachement important. Donc, tout de suite, quelque chose qu'on peut faire, c'est systématiquement attacher le lien LinkedIn
de ses profils, l'URL LinkedIn de ses profils sur son ATS pour avoir accès à la donnée la plus à jour en un clic. Vachement important. Mettre à jour aussi les infos de disponibilité, de localisation à chaque fois qu'on leur parle, évidemment. Et dernière chose vachement importante, c'est le nurturing. C'est en fait réactiver son vivier. C'est-à-dire que si je leur ai pas parlé depuis 6 mois, depuis 12 mois, aïe, 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 c'est pas bien, c'est pas une bonne relation. Et donc, réactiver son vivier très, très rapidement, parce qu'on va en parler avec la question d'après, mais un simple ce que j'allais dire, ouais. de masse qui dit « Hello, Marion, on s'est rencontrés il y a 9 mois sur le poste de Digital Marketing Manager. On a gardé un super souvenir de nos échanges. Comment vas-tu? Où en es-tu » Voilà. Top, merci Louis. En effet, il y a un peu de. Tu me fais même mes transitions. Je vais partir me faire un café. C'est top. Merci beaucoup Louis. Justement, Inès, qui est une spécialiste. De l'écriture. Comment on peut maintenir ce lien avec ces candidats sourcés, avec du coup ce vivier? Inès, il faut que je crois que tu es là, parce que je vois ta petite pastille, mais je n'ai pas le micro. J'ai pas le micro ni la cam. Je crois qu'il y a un petit bug technique avec Inès qui ne voit pas le petit pictogramme pour remettre sa caméra et son micro. Donc je pense qu'elle ne va pas tarder à revenir, mais peut-être qu'on peut passer à la question suivante et on reviendra avec Inès sur cette question. Question qui est donc à laquelle Robin va nous répondre, qui est un peu aussi en lien dans la personnalisation des approches justement et de ce lien avec ces candidats. Jusqu'où on peut aller dans cette personnalisation, Robin? Déjà, je partagerai, je pense que ce sera intéressant, peut-être je ferai ça dans la démo tout à l'heure, je partagerai un lien vers un peu nos études, nos résultats chiffrés qui permettent de mesurer vraiment l'impact, en parlant vraiment de chiffres, l'impact de la personnalisation sur les taux de réponse. Une expérience qui est assez intéressante, c'est que donc on a un podcast, on a 2 podcasts en anglais et en français. Quand on contacte des gens, et peut-être il y a des gens dans ce chat ici qu'on a contacté sur du démarchage commercial, quand on démarche, on a un taux de réponse qui est de 3 à 5%. Quand on invite les gens à participer au podcast, les mêmes personnes, on a un taux de réponse qui est de 35%. Et le message n'est pas forcément personnalisé quand on invite sur le podcast. L'apprentissage, c'est avant même de penser à la personnalisation, il faut penser au message, il faut apporter de la valeur. Si on contacte des gens pour leur proposer de leur donner 1 000 €, si c'est crédible, ils répondront, même si c'est pas personnalisé. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment penser au contenu du message. C'est important de personnaliser, de montrer qu'il y a eu un peu un travail humain, mais avant tout, c'est le contenu du message. Et si un message est bon, il peut avoir des réponses même sans personnalisation. Ensuite, dans la personnalisation, on a montré que la personnalisation légère, donc prénom, nom de l'entreprise actuelle, a assez peu d'impact, mais est indispensable. Donc c'est important vraiment de au moins avoir ça. Je te contacte, hello Marion, je te parle de ton expérience chez l'école du recrutement. Sinon, ça fait vraiment, si c'est madame, monsieur, ça fait vraiment très générique et ça passe plus du tout. Ça passait déjà plus il y a 5 ans. Voilà. Et une personnalisation plus avancée reste meilleure. Une personnalisation avancée permet d'avoir un meilleur taux de réponse. Donc jusqu'où aller? À l'infini, tant que ça prend pas trop de temps et que c'est ce qui est faisable. Mais plus on personnalise, plus le taux de réponse est important. Et donc ça, c'était une autre étude qui a été faite par une boîte américaine qui s'appelle Hired.com, qui mesurait le taux de réponse en fonction de la personnalisation. Et quand quasiment l'intégralité du message était personnalisé, il y avait beaucoup plus de réponses. Voilà. Sans aller là, ce qui est important, c'est au moins de montrer qu'un humain a relu le message et a envoyé le message, donc personnaliser un petit peu. Il y a des petites astuces qui sont, par exemple, plutôt que parler de l'école du recrutement, je peux parler de LEDR. Bon, ça montre qu'un humain a retraité ça, ou de parler du dernier webinar, ou de garder quelques informations. Juste montrer déjà qu'un humain a relu et préparé le message, et ensuite avoir un message qui est lui-même bon et utile. Top. Merci beaucoup, Robin, pour ces éclairages. On va passer à la question suivante. Si et seulement si nous avons récupéré la connexion avec Inès, dites-moi en coulisses si nous avons
retrouvé Inès. Nous n'avons pas retrouvé Inès. Du coup, et je crois que les prochaines questions étaient des questions pour elle. Du coup, il y avait quelques questions et quelques discussions dans le chat. Je crois que tout le monde y répondait. On avait notamment des questions sur les générations de textes à partir de vidéos dont Louis nous avait parlé, et on avait également une autre question qui me semble assez intéressante, et peut-être je sais pas si l'un de nos speakers et de nos acteurs veut prendre la parole sur le sujet, qui était une candidature, donc peut-être que Louis peut venir y répondre. Une candidature dans un vivier est valable combien de temps? On parlait de cette notion de vivier et du coup de disponibilité de candidature dans un vivier. Peut-être que Louis, tu peux y répondre à cette question? Ouais, avec plaisir. Est-ce que vous me voyez? Oui, tout à fait. On te voit, on t'entend. Ouais, super. Déjà, bon, on va commencer par le plus simple. Le RGPD dit 24 mois. Donc déjà, au bout de 24 mois, il faut vraiment sortir la personne de la base candidat si on n'a pas eu d'échange et de renouvellement du consentement dans les derniers 24 mois. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi. Ensuite, donc ça, c'est une obligation juridique. Maintenant, quel rythme est le bon rythme? Ça, c'est vraiment une bonne question, parce que évidemment, relancer ses candidats, maintenir le lien, se tenir au courant, ça demande du temps, ça demande des efforts. Robin en a parlé, il y a plusieurs degrés d'automatisation. Moi, ce que je préconise, c'est de le faire un petit peu en fonction de la valeur qu'on a perçue, du match qu'on a perçu entre le candidat et mon entreprise, ou entre le candidat et le cabinet. C'est-à-dire que on va pouvoir distinguer un peu des candidats stars. Ça, si on a vraiment un peu de nombre par recruteur de candidats stars qu'on suit, là, il faut se placer en tant qu'agent de candidat. Ça marche vachement bien, d'agent de talent, et peut-être se tenir au courant, surtout si c'est un candidat qui est assez mobile en ce moment, et peut-être faire un appel presque tous les mois. Voilà. Mais ça, c'est évidemment pas scalable. On peut pas le mettre à l'échelle. Donc, pour d'autres, on va pouvoir faire du mail, par exemple, tous les 3 mois. Donc là, pareil, semi-automatisé, comme le disait Robin. Tous les 3 mois, ça me semble bien. Et après, ensuite, avec, disons, peut-être un peu l'entièreté de la base, on peut interagir peut-être, évidemment, par newsletter, des choses comme ça, du contenu qui est moins personnalisé, qui est plus général. Mais ça, c'est vachement quand même important de maintenir ce lien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste un peu top of mind dans la tête du candidat, qui est plus ou moins mobile et qui peut d'un coup se dire, OK, bon, bah là, je pars en recherche. Moi, on m'a poussé du contenu vachement intéressant. L'école du recrutement m'a poussé du contenu vachement intéressant sur ces 6 derniers mois. Bon, bah, en fait, je vais les rappeler, quoi. Top, merci Louis pour cet élément de réponse, et pour cette réponse improvisée. Je crois malheureusement qu'on n'a toujours pas récupéré Inès, et de toute façon le temps de la table ronde est arrivé à bout, donc on lui laissera un peu plus de temps sur la fin de sa démo pour qu'elle puisse en parler un petit peu. On va passer du coup, donc merci à tous et à Inès d'avoir joué le jeu de cette table ronde. C'était hyper chouette, et je pense que ça nous a fait un premier tour d'horizon pour défricher un peu le sujet et introduire du coup toutes les solutions de sourcing qu'on va pouvoir découvrir ce matin. Et la première, ça va être HireSuite CRM avec Robin, et ensuite on écoutera Litz, Limia et Galad. Il va y avoir, je préfère prévenir tous les participants et toutes les participantes, il va y avoir une petite coupure, c'est-à-dire qu'à un moment on va disparaître avant de réapparaître pour la présentation d'HireSuite et de Robin. Donc ne bougez pas, n'ayez pas peur, on revient tout de suite pour présenter HireSuite avec Robin.